Aujourd'hui, on va parler du meilleur exercice, notamment pour les biceps et les triceps, et comment le déterminer en fonction de différents facteurs. Mais avant ça, si vous ne me connaissez pas, vous êtes sur le Superphysique Podcast et je suis Rudy Koya, cofondateur du site superphysique.org que j'ai co-créé en septembre 2009 et avec lequel depuis maintenant plus de 15 ans, j'écris des articles, réalise des podcasts et des vidéos et où je partage mes réponses à mes questions au sein de ces divers contenus. Aujourd'hui, je suis seul. C'est peut-être nouveau pour certains qui sont habitués au podcast Superphysique à plusieurs, mais j'avais une certaine frustration à ne pas pouvoir répondre aux questions qui sont posées sur les forums Superphysique, qui étaient les tout premiers forums du web, à l'époque en 1998, Smart Bodybuilding, puis Smart Weight Training, et enfin devenu Superphysique en 2009, et où dans les podcasts à plusieurs, je ne pouvais pas développer les réponses à des questions qui me passionnent, qui m'intéressent, et donc aider un maximum de personnes, d'où le retour des épisodes en solo pour essayer, comme d'habitude, de faire mieux ensemble que seul. Je rappelle avant de commencer que ce podcast est évidemment sponsorisé par nous-mêmes, à savoir superphysique-nutrition.fr, notre marque de compléments alimentaires, notamment destinés à améliorer votre santé, avec des compléments alimentaires comme la protéine végétale bio, du ZMB, des multivitamines et autres. Je vous laisse aller voir en détail pour ceux que ça intéresse. Et évidemment, par l'application SP Training qui vous fait un programme personnalisé et qui vous dit quoi faire à chaque séance avec la fameuse méthodologie des cycles de progression. Donc avec ça, difficile d'être perdu, de ne pas progresser. Elle est disponible sur l'App Store et le Play Store et je vous invite à l'essayer plutôt 2 fois qu'une. Alors aujourd'hui, comme je disais en introduction, on va parler de comment déterminer le meilleur exercice dans le cas où on ne pourrait, par manque de temps, dans un souci d'efficacité, d'efficience, ne faire qu'un seul exercice. En effet, on a eu une question d'un forumeur OLS qui me demande: est-ce qu'il faut choisir des exercices qui vont plutôt exploiter la relation tension-longueur ou des exercices qui étirent? En gros, pour les bras, par exemple, pour les biceps, est-ce qu'il vaut mieux faire du curl incliné ou des tractions en supination? Donc traction en supination, je montre à l'écran, traction comme ci, ou curl incliné, c'est avec les bras derrière où on fait ça. Et pour les triceps, vaut-il mieux faire du développé couché pré-serré, des dips ou des exercices qui étirent comme les extensions du carabras, donc par exemple cet exercice-là, ou du magic triceps, qui est une sorte de pullover bras fléchi. Si on a le choix, si on a la possibilité de n'en faire qu'un seul, qu'est-ce qu'on doit faire? Et donc, c'est une question où la réponse pourrait sembler simple en apparence, mais qui, avec les années et l'expérience que j'ai pu accumuler, n'est malheureusement pas si simple que ça. Déjà, on va définir ce que sont les exercices qui exploitent la relation tension-longueur. Normalement, quand on fait un exercice classique, c'est une alternance d'exercices qui vont étirer et raccourcir. Donc, par exemple, quand je fais un curl incliné, je vous montre ça à l'écran, je vais aller étirer le biceps lorsque je tends le bras et lorsque je fléchis le coude, je vais le raccourcir. Normalement, c'est ce qui se passe dans la plupart des exercices de musculation. On va alterner cette phase excentrique qui étire et cette phase concentrique qui raccourcit. Dans les exercices qui exploitent la relation tension-longueur, c'est notamment uniquement le cas pour les muscles qu'on dit biarticulaires, qui vont enjamber plusieurs articulations, donc c'est l'anatomie. Donc par exemple, pour le biceps qui va enjamber l'articulation de l'épaule, qui a une action donc sur l'épaule en plus du coude, lorsque je vais faire des tractions en supination, quand je vais être en haut, bras tendu, eh bien, je vais être étiré au niveau du coude, mais raccourci au niveau de l'insertion au-dessus de l'épaule. Et lorsque je vais tirer, je vais raccourcir au niveau du coude. Et comme je vais abaisser le coude, je vais redonner de la longueur en haut. En fait, mon biceps ne va avoir sa longueur qui ne varie pas durant l'exercice. Ce qui fait que, suivant la règle physiologique de la relation tension-longueur, pareil, je vous montre des trucs en vidéo, donc je vous invite vraiment à aller voir la vidéo si vous m'écoutez uniquement sur les applications de podcast. Nos muscles, dans ces exercices qui exploitent la relation tension-longueur, ils sont toujours dans une position de force. Parce que nos muscles sont pas trop étirés ni trop raccourcis. Ça veut dire que, regardez ce petit schéma avec mes mains que je fais souvent en cours pour mes élèves en, en CQP qui souhaitent devenir coach. En fait, là, je peux vraiment avoir le maximum de pont d'union. C'est-à-dire de superposition de mes filaments fins et épais, actine et myosine, dans mes muscles. Et donc, comme je peux avoir beaucoup de pont d'union, c'est très solide et que je peux exprimer beaucoup de force. À l'inverse, des exercices qui vont étirer, où là, j'ai peu de connexion possible et où ça va être une part plus importante du tissu conjonctif de nos tendons qui vont intervenir. On en reparlera un petit peu après. Ou à l'inverse, quand je suis comme ça, très raccourci, où je vais avoir beaucoup de mal à exprimer de la force et on parle d'insuffisance musculaire, un terme dont je reparlerai,
sur ma chaîne principale Rudy Koya, notamment dans le guide ultime de la rééducation, de la réhabilitation, où vous verrez, on parlera, d'activation musculaire, de comment lutter contre cette insuffisance musculaire qui est, de plus en plus commune puisqu'on utilise souvent nos muscles dans cette position de force où il y a le maximum de ponts d'union, de connexions qui peuvent se faire. Heu, Nous, ce qu'on veut faire lorsqu'on fait un exercice, notamment dans cet objectif de prendre du muscle, c'est le faire grossir. Il y a plusieurs théories qui existent sur le sujet et il y en a pas une qui se distingue des autres. On a d'un côté la théorie des micro-traumatismes, où il faut vraiment procurer des micro-traumatismes et ce qui produit le plus de micro-traumatismes, dont les courbatures sont un reflet, c'est les exercices qui étirent. Par exemple, le curl incliné ou les extensions nuque vont mettre la longue portion du triceps, donc je vous montre encore à l'écran ici, en forte tension. Donc ça va générer des dégâts plus ou moins importants et générer des courbatures. Ça, c'est la première théorie qui explique que, reconstruire, réparer ces micro-traumatismes vont faire grossir nos muscles. Une autre théorie dit que c'est l'intensité de la contraction musculaire qui va permettre de prendre du muscle. Autrement dit, que j'ai tout intérêt, dans cette optique de prise de muscle, d'hypertrophie, à rester dans cette zone optimale, ce qu'on appelle la longueur optimale, LO. Si vous regardez des bouquins de physiologie sur la relation tension-longueur, heu, on a tout intérêt à rester là-dedans parce que nos muscles peuvent se contracter avec beaucoup de force et les risques de blessure sont réduits. En effet, comme je disais, quand un exercice va étirer, il met beaucoup plus le tissu conjonctif et les tendons en tension. Or, une bonne partie des courbatures est sont des dégâts causés sur ces tissus conjonctifs. On est un ensemble de tissus conjonctifs, on est un ensemble de fascia, tout est relié dans le corps humain, même si on a tendance à compartimenter pour, simplifier. Par exemple, quand on apprend l'anatomie en disant: «Ça, c'est tel muscle, ça, c'est tel muscle». En fait, c'est pas aussi simple que ça. Tout est vraiment relié, c'est un continuum. On parle de tenségrité, si jamais vous souhaitez faire le malin en société. Heu, donc il n'y a pas une théorie qui prévaut sur l'autre. Il n'y a pas, pour l'instant, de point clair. De mon expérience, c'est que les 2 sont intéressants. Les 2 sont intéressants, les 2 ont du pour et du contre. Ce qui est sûr, c'est que si je fais des exercices qui étirent, je vais devoir, en amont, procéder à ce que j'appelle l'analyse morpho-anatomique, sur laquelle on va revenir un petit peu après, pour déterminer quelle est l'amplitude optimale pour faire un travail plutôt musculaire, plutôt qu'un travail tendineux conjonctif où dans ce cas-là, je serais pas sur le même type de travail, je serais pas sur un renforcement musculaire, je serais pas sur de l'hypertrophie, sur de la prise de force. Je serais vraiment sur du renforcement plus global. Hem Aussi, un autre facteur important, avant que je déroule un petit peu, le plan que j'ai noté, à côté. Si jamais vous regardez en vidéo, c'est le petit plan que j'ai préparé pour essayer d'être, le plus complet possible et vous donner, toutes les cartes en main pour pouvoir, agir en connaissance de cause et faire, comme je le disais en introduction, mieux que seul. C'est qu'auparavant, on pensait que nos muscles se contractaient suivant la loi du tout ou rien. Donc imaginez que ça, c'est votre muscle, l'influx nerveux arrivait ici et on disait que l'influx nerveux se propageait à la même intensité, à la même force tout le long du muscle. Or, on s'est rendu compte que nos muscles, en fait, se contractaient par compartiments. De là où j'étire, par exemple, si je fais du curl incliné, je remonte à l'écran, et en fait, comme je suis très étiré au niveau de l'épaule, ça va surtout faire ce qu'on appelle le haut du biceps, qui n'existe pas d'un point de vue anatomique, mais comme le recrutement musculaire est nerveux, c'est notre système nerveux qui va déterminer ce qu'on va utiliser ou pas en termes, de muscles, de parties du muscle, et là où j'étire, c'est là que ça va plus solliciter. C'est pour ça que, comme le montrait Jean Texier, déjà dans les années 80-90, dans les guides pratiques du bodybuilding, je me souviens d'une photo mythique que je montre souvent aux élèves en CQP, pareil avec Frank Zane, qui lui s'était acharné à faire du curl pupitre, donc à se concentrer sur le bas du mouvement et qui avait réussi à épaissir un peu le bas de son biceps. Donc ça avait pris quand même plusieurs années. C'était pas, hyper rapide. Et en fait, en fonction d'où on étire, le muscle va se contracter différemment. C'est d'ailleurs ce qui explique, je dérive complètement, mais que quand on fait les pectoraux, si on n'est pas spécialement fait pour et qu'on fait des prises larges, pour mettre le plus lourd possible, tout ça, on voit beaucoup de personnes avec le bas du pec, vraiment le bas du pec et l'extérieur du pec très développé et avec rien au milieu et rien en haut. Ça, c'est une sorte de compartimentation musculaire, notamment si les insertions sont correctes, sont moyennes par rapport à tout ce que j'ai pu voir, ces dernières années sur l'analyse morpho-anatomique en analysant, des centaines et des centaines de personnes, voire des milliers pour pas exagérer. En fait, il y a souvent du muscle au milieu, c'est juste que comme le muscle contracte par compartiment, en fait, il est possible que le muscle se développe pas sur l'intégralité
de sa surface, de ses insertions et terminaisons. C'est souvent le cas sur les personnes qui sont pas spécialement douées, c'est-à-dire les personnes qui ont des longs segments et des muscles courts en proportion, les 2 allant souvent de pair. Heu, un autre point important, c'est d'analyser notre capacité de mouvement. Les capacités de mouvement, on va dire que c'est l'expression de notre mobilité. On en reparlera également sur ma chaîne principale, Rudy Koya, notamment d'ici, fin novembre. J'ai un petit peu d'avance sur des vidéos vraiment, très, très qualitatives à mon goût et donc sortirai le guide ultime de la mobilité, en article sur rudykoya.com, mais également en vidéo sur ma chaîne principale. Heu et donc la capacité de mouvement, c'est votre capacité à pouvoir générer de la force, à être renforcé, heu, sur l'exercice pour que ce soit vraiment un exercice musculaire. Je reprends l'exemple du curl incliné, je vous le montre à l'écran. Si je suis pas capable d'emmener mon épaule ici, par exemple, je montre, moi j'ai pas une méga extension, mais elle est plutôt correcte. Voilà, si ici je suis hyper étiré et je sens que tout ce tissu conjonctif ici, le pec, l'épaule, le biceps, tout ça, ça me tire, et que je me mets sur un banc à 30 degrés alors que j'arrive à monter mon bras derrière, que ça forme qu'un angle de 60 degrés, ben, en fait, je vais être dans une position de surétirement. Une position de surétirement, c'est ce qu'il y a de pire parce que ça va entraîner beaucoup plus de micro-traumatismes, beaucoup plus de petits dégâts au niveau du tissu conjonctif et si on n'y prête pas garde, en fait, on va progressivement fibroser de plus en plus ce tissu conjonctif sur lequel après on devra passer beaucoup plus de temps pour le défibroser et le renforcer. Heu, je le fais simple, il faudra passer pas mal de temps en isométrie, d'abord en course interne, donc course interne, c'est quand on est raccourci et progressivement en course externe, en mettant de plus en plus de force. Je fais pas le guide ultime du tendon que vous pouvez lire évidemment sur mon site rudykoya.com. Mais cette capacité de mouvement, elle est vraiment très, très importante parce que lorsque je fais de la musculation pour prendre du muscle, je dois me retrouver dans des positions confortables où ça ne me tire pas dans tous les sens. Si je refais du curl incliné et je suis là et ça me tire à fond dans les épaules, ça me tire partout, j'ai l'impression que ça va s'arracher, même s'il y a peu de chance parce que le fait que ça tire partout empêche de pouvoir forcer à fond. On est obligé d'être hyper lent, sinon on sent que ça fait pas du bien. Heu, bah, c'est pas une position dans laquelle on va pouvoir générer vraiment beaucoup de muscles et qui est tenable sur le moyen et long terme. Il faut toujours être dans des positions confortables lorsqu'on veut, s prendre du muscle, heu et s'imaginer que chaque séance s'imbrique dans la suivante et que doit pouvoir être pratiquée sur le moyen et long terme. Si c'est pas le cas, bah, ça a pas trop de sens. Ça a pas trop de sens. Donc ces capacités de mouvement, bah, on en reparlera avec Clément parce qu'on a eu une excellente question, notamment sur, les prérequis articulaires qu'il faut avoir pour pratiquer les 3 mouvements et vous verrez que, bah, c'est pas, aussi simple qu'on le pense. Mais si je veux faire, du curl incliné, je dois avoir de l'extension d'épaule. Donc ça, c'est de l'extension d'épaule. Cette extension d'épaule, elle est conditionnée par ma rotation externe. Est-ce que j'ai de la rotation externe d'épaule? Des fois, un déficit en rotation externe d'épaule empêche une bonne extension d'épaule. Si je veux faire des extensions de nuque et que je suis pas dans une position confortable, donc moi, on voit que je manque un peu, donc je manque de flexion d'épaule, c'est ça et bah, souvent ça, c'est conditionné à la rotation interne. Rotation interne, c'est ça. Donc si j'ai pas de rotation interne, je vais avoir du mal à lever le bras suffisamment. Il y a des amplitudes qui sont, on va dire, anatomiques, physiologiques, minimales en rotation pour nous permettre d'avoir cette flexion-extension au niveau de l'épaule. C'est pareil pour la hanche, notamment, c'est pareil pour le genou avec les rotations tibiales, c'est pareil pour la pronosupination qui va conditionner notre capacité à fléchir et qui est d'ailleurs responsable de pas mal de douleurs au coude, d'après ce que je peux voir, ce que je vois, dans les coachings premium que je peux réaliser à Annecy. Mais notre capacité de mouvement, elles sont hyper importantes parce que si, quand je me mets dans une position qui, en théorie, est super, un curl incliné à 30 degrés, des extensions de nuque, le bras au-dessus de la tête et que ça me tire partout ou un magic triceps, c'est-à-dire un pullover bras fléchi et en fait, ça me tire à fond dans les triceps, dans le grand dorsal, dans les abdos. Moi, j'ai déjà eu, et je pense que pas mal d'entre vous l'ont déjà eu, des courbatures sur les abdos en faisant du pullover ou du magic triceps. Parce qu'en fait, on se fait emporter par le poids tellement on est faible des abdominaux. Donc, on accentue la cambrure lombaire, on compense et en fait, ça étire à fond les abdos et quand on met de l'étirement, heu, plus important que ce qu'on peut supporter, ça tire un peu et ben, en fait, on crée des dégâts au niveau des tissus conjonctifs, ce qui n'est pas forcément mal, mais qui implique dans une optique d'hypertrophie, de mettre moins d'amplitude et de travailler ensuite ces tissus conjonctifs, heu, leur capacité à résister à la déformation, d'une part et ensuite notre mobilité, c'est-à-dire notre capacité de mouvement à justement pouvoir supporter les contraintes, une fois qu'on a travaillé la qualité conjonctive. Je reviens pas là-dessus, si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous renvoie à ma vidéo, «La fin d'un mensonge» sur ma chaîne principale ou au guide ultime du tendon
sur mon site rudicoya.com, un sujet passionnant, heu, en tout cas moi qui me passionne et peut-être que vous aussi. Heu, donc ça nous permet de distinguer, plusieurs choses. D'un côté le renforcement musculaire, où j'ai tout intérêt à être dans une position où je vais utiliser mes muscles, où je vais être ils vont être les principaux, pardon, je perds mes mots, facteurs limitants. À contrario, du renforcement tendineux-conjonctif, où là, je souhaite mettre mes tissus conjonctifs, les couches aponeurotiques en tension. Donc, pour l'hypertrophie, on veut rester sur nos muscles. C'est le plus important et pour ça, on doit être dans des positions confortables. Un autre point très intéressant, c'est que lorsque l'on fait des exercices de musculation, on apprend que, par exemple, quand on fait du développé couché prise serrée, vu que c'était un autre exemple de la question de ONS, en fait, ça fait les pectoraux, ça fait le deltoïde antérieur, ça fait les triceps, qui fait plein de petits muscles secondaires comme les biceps, comme le grand dorsal, les trapèzes. Heu, bref, il y a plein de choses qui travaillent, mais ça fait surtout 3 principaux muscles, les pectoraux, les triceps et le deltoïde antérieur. Or, il faut savoir qu'il existe malheureusement une compétition de recrutement entre tous ces différents muscles. On pourrait penser, premiers abords, que ces 3 gros groupes musculaires principaux vont se développer de façon proportionnelle, ce qui est le cas chez certains individus, notamment ceux qui ont des courts segments et des muscles longs en proportion. Ça va souvent de pair. Mais si on est comme moi, c'est-à-dire avec, des très longs bras, donc amplitude, envergure plus 14 par rapport à ma taille, malgré le fait que j'ai de la cage, et ben, en fait, on va se retrouver avec la prédominance de certains muscles. Me concernant, quand je fais du développé couché prise serré, peu importe la technique, ça me fait énormément les pectoraux et les deltoïdes et beaucoup moins les triceps. Heu, Ça signifie que chaque individu va s'organiser. Même si il y a beaucoup de préférences qui reviennent, va s'organiser à sa façon pour réaliser un mouvement. C'est comme ce qu'on appelle les préférences motrices en course à pied, qui ont été très démocratisées par, 2 branches. Il y a Action Type d'un côté et Volodalen de l'autre. Volodalen a un très bon livre sur le sujet, je sais aérien ou terrien, je crois qu'il s'appelle. Donc Volodalen, c'est Volodalen. Je sais que vous devrez le lire, le bouquin est très bien et donne des très bonnes bases pour ceux qui souhaitent pas investiguer, devenir un expert, comme, c'est mon cas, du sujet. Mais on a des préférences musculaires, chacun d'entre nous. Par exemple, quand je vais faire, des tractions en supination, si on reprend notre sujet, certains vont utiliser les biceps à fond, à 80 ça va être les biceps, avec, des optimisations techniques comme le fait, de pas serrer les omoplates, de pas sortir la cage, de vraiment tirer en structure bilan. Et d'autres, peu importe la technique, vont tout tirer avec le grand dorsal. Ils vont vraiment, vraiment tirer avec le grand dorsal, ils vont sentir que ça leur fait tout le grand dorsal, ça leur fait le bas du grand dorsal, ça leur fait même un peu les trapèzes, ça leur fait l'arrière d'épaule, ça leur fait les avant-bras et moins les biceps. Parce qu'il faut savoir aussi que cette compétition de recrutement, en fait, elle se lie assez facilement sur la plupart des individus. Si je prends un individu et que j'analyse morpho-anatomiquement, heu, c'est assez facile de voir que de voir son avenir. En fait, quand je vois quelqu'un, je sais tout de suite ce qui va se passer. C'est très rare d'avoir ce qu'on appelle les muscles agonistes, c'est-à-dire les muscles qui participent au même mouvement, qui soient tous très avantagés, c'est-à-dire très longs. Parce que le potentiel musculaire, il dépend de la longueur musculaire. En fait, c'est assez facile de comprendre. Je vous montre à l'écran. Mon biceps, on voit qu'il est assez long. On voit que ça fait beaucoup de muscles hypertrophiés. Il y a un petit trou ici, mais là, ça fait beaucoup de muscles. Euh, Or, c'est très rare d'avoir, si je reprends l'exemple des tractions en supination, tous les muscles qui vont participer qui sont longs. Donc là, on voit mon avant-bras, on voit les fléchisseurs qui sont assez courts, on voit ici mon long supinateur qui est très court, donc on voit qu'il y a beaucoup de vide. C'est pour ça que certains disent que j'ai pas d'avant-bras ou autre, mais pas lutter contre sa nature, hein. S'il y a que de l'os, il y a que de l'os. Par contre, j'ai le biceps long. J'ai le biceps long, on le voit bien, et j'ai le grand dorsal qui est très long aussi, ce qui fait que quand je fais des tractions en supination, ma compétition, personnellement, elle se situe entre mon grand dorsal et mon biceps. Malheureusement, comme je le montrais tout à l'heure, si on remet en amont les capacités de mouvement, comme le manque de flexion d'épaule, et ben, dès que je me mets en traction supination, ça va me tirer, me mettre en tension plus vite que prévu, le grand dorsal et tous les tissus conjonctifs du grand dorsal, ce qui va accentuer le recrutement du grand dorsal au détriment des biceps. Ce qui fait que pour moi, et je reviendrai un petit peu là-dessus après, les tractions en supination ne sont pas un très bon exercice pour travailler mes biceps. À l'inverse du curl incliné, où j'ai une bonne extension d'épaule et où je me sens dans une position confortable, notamment si je mets le banc à 45 degrés. Heu, donc je veux dire, ouais, il y a une compétition de recrutement et donc c'est
très rare d'avoir tous les muscles longs sur la chaîne. Souvent, ce que je peux voir, pour reprendre notre exemple des bras, c'est soit je suis avant-bras, j'ai des avant-bras énormes à la Popeye, aussi bien les fléchisseurs du poignet que les extenseurs et le long supinateur, et j'ai pas de biceps, parce que les muscles avant-bras font tout le travail quand je fais les biceps. Soit j'ai le biceps, mais j'ai pas les avant-bras, ou si on revient aux tractions supination, je peux avoir le dos hyper large, trapèze moyen inférieur très long, tout ça, et pas de biceps et des gros avant-bras. Ça se voit aussi souvent. Et pour les triceps, sur notre exemple, développé couché presse serré ou dips ou magic triceps ou extension nuque, pour faire, des exercices qui exploitent la relation tension-longueur et ceux qui vont étirer, si vous êtes très pec, dips développé couché presse serré, ça va faire comme moi, ça fait surtout les pecs. Heu, je vois des personnes qui sont aussi très épaules et qui sont pas pecs, donc ils prennent tout dans les épaules, ils ont des épaules énormes. Et il y en a par contre qui vont tout prendre dans les triceps. Donc il y a vraiment un travail en amont à faire qui va permettre de déterminer quels sont les meilleurs exercices à utiliser si on ne doit en utiliser qu'un. Donc ça, pour pouvoir faire cette analyse en amont, c'est ce que j'appelle l'analyse morpho-anatomique. C'est l'analyse des longueurs osseuses et musculaires. C'est voir les proportions de notre corps, comment celui-ci s'organise pour réaliser les mouvements. Donc, de laquelle, ensuite, on va pouvoir déterminer les préférences musculaires. Il y a plein de petits tests que je pourrais vous montrer parce que ça prendrait des heures et des heures et des heures. C'est ce que j'enseigne encore une fois aux élèves en CQP, notamment à Annecy, avec qui je peux donner plusieurs jours de cours où je passe du temps là-dessus. Mais on a tous voilà, des préférences. Ces longueurs musculaires, elles sont hyper importantes, et ces longueurs osseuses, parce qu'elles permettent de déterminer les amplitudes dans lesquelles on va être en position de force ou en position de faiblesse si on n'a pas le renforcement conjonctif nécessaire. Et j'ai même envie de dire, le tissu conjonctif sera jamais aussi fort que nos capacités musculaires et que nos capacités nerveuses. C'est pour ça que je recommande souvent, en dehors de toute analyse, mieux vaut avoir moins d'amplitude que trop d'amplitude pour durer, ne pas se faire mal. Même si en théorie, la théorie elle est toujours super, il faut avoir une super amplitude, il faut aller le plus loin possible, faut tirer, faut tirer, faut tirer. Il n'empêche que c'est toujours dans des positions d'étirement qu'on se fait mal. Des positions d'étirement qui sont propres, comme vous l'avez compris, je l'espère, propres à chacun. Donc, à partir de cette analyse, on va pouvoir déterminer ce qui se passe. Par exemple, je remonte à l'écran. Si j'ai le biceps long, on voit que quand je tends le bras ici, mon biceps continue à s'allonger. Si vous aviez le biceps, par exemple, ici à la moitié, vous verriez que celui-ci, au bout d'un moment, arrêterait de s'étirer et on serait vraiment passé sur le tissu conjonctif. Alors que moi, le tissu conjonctif, on voit qu'il est là. Là, on voit que j'ai plus de force et là, je suis déjà en biceps. Or, vous pouvez faire le test pour vous. C'est pareil pour le triceps. Alors, triceps, je sais pas si on verra, mais moi, il est très court. Voilà. Si je fais comme ça, on voit. Donc moi, on voit que dès que je fléchis, il y a un moment où là, à peu près autour de 90, là, il y a plus vraiment d'allongement du fascie externe et où je suis très tissu conjonctif. Ça, déjà, ça me permet de régler ma flexion de coude. Jusqu'où je dois aller pour rester sur un travail musculaire et non pas sur un travail conjonctif. Ensuite, si on veut faire des exercices qui exploitent la relation tension-longueur et revenir à la question de départ, on va juste réaliser les exercices et regarder ce qui se passe. Je prends des tractions supination, je me mets torse nu, je filme l'exercice de dos et je regarde ce qui se passe. Donc on va se rendre compte que pour certains, ça va faire beaucoup le dos, pour d'autres ça fait beaucoup les biceps. Moi personnellement, comme je disais, ça me fait beaucoup de dos parce que je manque de capacité de mouvement en flexion d'épaule. Flexion d'épaule quand je lève le bras. C'est pas un truc sur lequel je travaille actuellement, j'ai plein d'autres trucs à travailler et faut savoir prioriser. J'essaye de prioriser au maximum, comme j'en parle dans ma web série Protocole 40. Mais c'est très important de se filmer et de regarder ce qui se passe. Pendant longtemps, je dérive, on disait que les tractions en prise large faisaient la portion externe du grand dorsal, donnait vraiment le dos en V. Je me suis aperçu à force de faire des analyses que chez certains individus, ça faisait surtout l'épaisseur du dos. Ça faisait surtout, le grand rond et chez des gens qui avaient une facilité, une préférence à serrer les omoplates, les trapèzes moyens et inférieurs. Tandis que chez d'autres, ça faisait évidemment le grand dorsal et donc cette portion externe qui donne le V. Donc c'est pour ça que le point de départ, c'est de se filmer sur les exercices tout en ayant une position confortable sur laquelle on va pouvoir, persévérer et durer. Mais l'analyse, elle permet quand même de voir un peu ce qui va se passer et même avec l'expérience de prédire l'avenir. C'est ce que je dis souvent en introduction de l'analyse morpho, c'est qu'on est comme on est et en vous regardant, je sais déjà ce qui va se passer. Bien sûr, on peut essayer de contrebalancer, mais on peut pas lutter contre sa nature indéfiniment. On a sa nature et on peut que continuer là-dessus. Heu, à partir de là, bah pour les bras, si j'ai le choix entre faire un exercice, on va faire pour les biceps, qui exploite la relation tension-longueur ou un exercice qui étire, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Si je récapitule, il y a heu, cette histoire de dans quelle théorie je crois pour prendre du muscle.
Est-ce qu'il faut mieux rester en position de force, contracter fortement mes muscles ou aller étirer? Hem, il y a cette histoire de compartimentation musculaire sur laquelle, bah, on peut pas trop jouer. Il y a cette histoire de capacité de mouvement. Qu'est-ce qui met mes tissus conjonctifs en tension et qu'est-ce qui ne les met pas pour rester dans une position confortable? Et il y a cette compétition de recrutement musculaire qui, en rapport avec l'analyse morpho-anatomique, permet de voir ce qui se passe. Si vous souhaitez pas faire votre analyse et que c'est un peu trop compliqué, filmez-vous et regardez ce qui se contracte le plus. Ou même mieux, regardez après une série de 10 ou de 15, qu'est-ce qui gonfle le plus? Qu'est-ce qui congestionne le plus? Ce qui va congestionner le plus, même si la congestion, c'est pas un facteur essentiel de l'hypertrophie musculaire, c'est un bon feedback de ce qui se passe. Si vous faites un exercice pour les triceps, du coup, les prises serrées et en fait, vous avez les pecs énormes après, bah, c'est que ça vous fait les pecs. C'est que ça vous fait les pecs. Il y a pas de débat là-dessus. Il y a aucun débat, c'est que ça vous fait les pecs. Maintenant, bah, la réponse, comme vous le voyez, elle est pas universelle. Elle est vraiment très propre à chacun. Personnellement, bah, comme je le disais, faire des exercices qui exploitent la relation de tension-longueur pour les triceps, comme, les pompes prises serrées, le développé couché prise serré, les dips, bah, ça me fait surtout les pecs, personnellement. Même si ça me fait un peu les triceps, comme c'est une sorte de pourcentage de recrutement comparativement aux autres muscles qui rentrent en jeu, bah, voilà, ça me fait donc c'est pour ça que j'ai dû passer beaucoup par l'isolation pour développer mes triceps. Notamment par des exercices qui étirent, comme, les extensions nuque, le magic triceps que j'ai popularisé, donc une sorte de pullover bras fléchis. Heu, j'ai vraiment dû passer par là pour vraiment les développer parce que sinon, c'était mes pectoraux qui faisaient l'essentiel du travail. Pour les biceps, le curl incliné a été pour moi un exercice magique, notamment en série longue, entre 12 et 20 répétitions, qui m'a permis d'avoir, des plutôt bons bras, comme vous pouvez le voir. Donc ça, ça marche plutôt bien. Heu, pour la majorité des individus, si je dois faire une conclusion, encore une fois, après avoir coaché, bah, des milliers de personnes via les suivis coaching à distance que je propose, bah, depuis 2006 où j'étais le tout premier, je peux dire que pour la plupart d'entre nous, il vaut mieux partir sur des exercices qui isolent plutôt que des exercices polyarticulaires. Même si on nous dit que les exercices polyarticulaires sollicitent plus de muscles et sont plus intéressants, d'un point de vue rentabilité, c'est pas vraiment vrai. En fait, même dans ces exercices polyarticulaires, comme vous l'avez compris aussi, je l'espère, c'est une histoire d'isolation. Il y a un muscle qui fait plus de boulot et c'est lui qui va prendre la majorité du travail. Je vois que je suis attaqué par des mouches. J'espère que ça vous gâchera pas le visionnage. Heu et comme je disais, bah, là, ça m'a fait perdre, mon fil. Mais pour la plupart des individus, notamment qui sont pas très doués en musculation, qui ont des longs bras, qui ont des muscles courts en proportion, l'isolation, elle est quasiment indispensable. Il y a des gens parfois qui font juste des exercices polyarticulaires et ils se développent de partout. Mais ce sont des personnes qui ont des courts segments, qui ont des muscles longs en proportion, moi ce que j'appelle des dinosaures, des T-rex, qui sont vraiment très courts et donc en fait, bah, ils se remplissent très, très vite. À l'inverse, moins on est doué et plus on va devoir isoler ses muscles. Alors avec peut-être des exercices qui étirent, si on a les capacités de mouvement, le renforcement tendineux et conjonctif dont je parlais, ou alors des exercices qui étirent beaucoup moins, où on est dans une position confortable. De toute façon, les meilleurs exercices pour soi, pour l'hypertrophie, à l'instant T, maintenant, c'est assez dans lesquels on est dans une position confortable, sur lesquelles on peut forcer sur plusieurs séances. Et si ce manque de capacité de mouvement nous ennuie, c'est quelque chose sur lequel on va devoir travailler, mais on ne pourra jamais, jamais revenir ou lutter contre sa morphoanatomie sur le moyen et long terme. C'est pas possible. On ne pourra pas. Et si on lutte contre ses capacités de mouvement et qu'on les travaille pas, ça ne peut aller que vers la blessure. Même si la mobilité le manque de mobilité est pas est un facteur, un petit facteur de la longévité du fait de ne pas se blesser en musculation, que c'est plus en rapport avec le renforcement tendineux conjonctif. Il n'empêche que si je manque de mobilité et que je force un mouvement que je n'ai pas à vide, bah, je mets beaucoup de tension sur une petite surface. J'aime bien prendre l'exemple du genou qui est normalement capable de faire des rotations tibiales, vraiment en interne et en externe. Donc vous étiez sous le genou, je peux pas vous montrer, sinon faut que je fasse tout un micmac avec, la caméra et le micro et l'ordinateur. Mais si j'arrive à plus bouger mon tibia, bah, en fait les pressions vont se répartir sur plus de surface et donc vont lisser, ces contraintes et si j'ai un renforcement musculaire, conjonctif, tout ça en rapport, bah, j'ai moins de chances de me faire mal au genou. À l'inverse, si je suis pas capable de faire ça, bah, c'est comme ça souvent sur les avant-bras, on n'a pas cette pronation-supination. Voilà, souvent les gens ont pas de supination. Heu, J'essaie de montrer, mais bon, le setup permet pas de bien montrer. Mais souvent, la plupart des gens manquent de supination. C'est des choses qu'on reverra dans le guide ultime de la mobilité. En bonus, je voulais rajouter aussi, bah, cette histoire parce que c'est la question d'OLS. Si je dois choisir qu'un seul exercice, personnellement et vu tout ce que j'ai vu, je choisirais un exercice d'isolation. Pas forcément celui qui étire,
mais celui, encore une fois, qui met dans une position confortable. En bonus, j'aimerais également rappeler malheureusement que pour la plupart d'entre nous, un exercice par groupe musculaire suffit rarement à provoquer l'hypertrophie. C'est souvent un assemblage d'exercices qui vont se compléter en termes de sollicitation par rapport à tout ce qu'on a vu. Un exercice plus pour le haut du biceps, un exercice qui fait plus le biceps, un exercice qui fait plus le brachial, un exercice pour le triceps qui fait plus la longue portion, un qui fait plus les vastes, peut-être externe, un de plus vaste interne. Bref, il y a différentes stratégies à avoir, notamment, d'un point de vue anatomique, mais également d'un point de vue nerveux, puisque le recrutement musculaire est nerveux. En ce sens, l'ordre des exercices a aussi son impact sur le recrutement musculaire. Je vais reprendre mon exemple des tractions supination, où je disais que pour moi, c'était plus le dos que les biceps. Mais si je fais les tractions supination en deuxième ou troisième exercice biceps, après avoir fait, moi, le curl incliné où je me sens vraiment très bien, je vais solliciter plus facilement mes biceps ensuite aux tractions en supination que si je les faisais en premier. Donc il y a plein de facteurs comme ça qui vont jouer sur le recrutement musculaire. Est-ce que les exercices vont nous faire travailler principalement? Tout en se rappelant que le premier exercice de la séance, en général, amène le plus de gains et qu'il est donc important de faire le meilleur exercice pour soi, pour ses groupes musculaires ou pour se développer en début de séance. Et que le deuxième ou le troisième, a moins d'efficacité, sauf si on change complètement de faisceau, comme ça peut être le cas pour les épaules, où on fait l'élévation latérale et après de l'oiseau, où là, on n'est pas impacté par la fatigue du premier vis-à-vis du second et vice versa, si on inversait l'ordre. Heu, donc ouais, un seul exercice suffit rarement, mais dans un souci d'optimisation, parce qu'on manque tous, pas mal de temps, que la société nous pousse, à aller de plus en plus vite, ça a du sens de faire plutôt des exercices qui isolent que des exercices qui vont exploiter la relation tension-longueur, avec toujours ce credo de se mettre dans une position confortable dans laquelle on peut forcer et ensuite de réfléchir à: «Est-ce que j'ai l'envie et le temps d'aller travailler mes capacités de mouvement?» c'est-à-dire le renforcement de mes tissus conjonctifs, tendineux et ma mobilité pour aller faire d'autres mouvements si j'en ai pas les capacités, pour peut-être me développer plus et aller vers l'entraînement plus longévité et à terme, un entraînement plus longévité, c'est un entraînement qui fait plus progresser parce que je crois que vous le savez depuis le temps que vous écoutez le Super Physique Podcast, c'est celui qui ne se blesse pas et qui s'entraîne le plus longtemps possible sans se faire mal, qui progresse le plus. J'en ai vu plein sur les forums au fil, de ces 2 dernières décennies, depuis 2001 que je suis sur les forums et j'en ai vu plein, 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 plein se blesser et c'est celui qui ne se blesse pas qui va le plus loin et c'est en ce sens que l'entraînement longévité va un peu là-dessus. Si on est sans arrêt en train de fuir les contraintes ou des positions inconfortables pour soi, on a de moins en moins de capacité de mouvement et on a un choix d'exercice de plus en plus réduit, ce qui est le cas, de beaucoup, beaucoup d'individus, malheureusement. Mais encore une fois, il faut savoir composer en fonction du temps qu'on a à disposition par rapport aux contraintes qu'on a, par rapport à la vie qu'on souhaite. Bref, c'est tout un ensemble à faire et dans une optique, on va dire, anti-blessure, si on n'a pas le temps de travailler ces 2 autres facteurs très importants, mieux vaut fuir ces contraintes qu'on peut pas encaisser, ou être dans des positions confortables et ne pas souffrir parce qu'il y a rien de pire que d'avoir mal et de pas avoir le temps ensuite, de prendre le temps pour corriger ça et ensuite, de même plus pouvoir s'entraîner parce que, on a été au-delà de ses capacités. Je rappelle que la blessure ou les douleurs viennent souvent d'un dépassement de ses capacités par des contraintes trop importantes, soit répétées sur le moyen long terme, sur plusieurs séances, plusieurs mois, soit d'un coup, mais d'un coup, c'est rare. D'un coup, c'est rare. Des fois, c'est l'accumulation, c'est juste qu'on a pas mal, donc on se dit: «Tout va bien». En fait, il y a eu une accumulation de petites erreurs qui ont fait que d'un coup, le seuil de la douleur est apparu et ensuite on a mal. Donc bref, heu, j'espère vous avoir bien éclairé sur le sujet. À ceux qui sont encore là, je voulais faire juste un petit point sur, la nouvelle, entre guillemets, «stratégie» des Super Physique Podcast. Comme je le disais en introduction, j'étais un peu frustré de ne pas pouvoir répondre à certaines questions qui étaient posées sur le forum où, des fois je m'engageais à dire: je m'y attarderai dans le prochain épisode» et où je pouvais pas parce qu'on avait pas mal d'actualités, pas mal, de choses à dire. Et j'ai décidé, de temps en temps, de faire des épisodes, tout seul, en solo, pour pouvoir y répondre de manière, vraiment détaillée, en essayant, pour tous ceux qui écoutent, de vulgariser au maximum pour rendre la réponse accessible, ce que j'espère avoir fait, aujourd'hui. Donc de temps en temps, il y aura des épisodes solo, mais Clément et June vont toujours être là, sur des questions plus spécifiques, plus, en rapport, avec leur domaine de prédilection. Notamment, là, il y a un podcast avec Clément qui se prépare, un podcast avec June également. Ça n'empêchera pas de parler de leur actualité en fin d'épisode. Mais, je tiens vraiment à rappeler, la mission de Superphysique à la base. Donc ce site que j'ai co-créé en septembre 2009 pour les pratiquants de nutrition naturelle, qui vient du constat qu'à l'époque déjà, il y avait beaucoup de mauvaises informations. On savait pas trop où donner de la tête. Il y avait plein de conseils de pratiquants dopés qui s'appliquaient pas du tout aux pratiquants naturels, ce qui m'a valu, plein de blessures, plein de pertes de temps, des années sans progression
Et donc Superphysique, c'était un peu ça. C'était, essayer de démocratiser les bonnes connaissances, ce qu'on estimait être les bonnes connaissances, même si ça a pas mal évolué et je pense avoir pas mal évolué aussi, heu, pour permettre à un maximum de personnes de progresser, convaincus que l'émulation collective est ce qu'il y a de plus fort. On fait toujours mieux ensemble que seul. D'où, cette envie de refaire des contenus vraiment plus spécifiques que musculation, de type podcast, que vous pouvez écouter, sur toutes les applications de podcast, mais également, en vidéo où je vous montre des petits trucs comme vous avez pu voir pour ceux qui regardent sur YouTube. Ce qui n'empêchera pas encore une fois, les épisodes avec Clément, avec June et avec Fabrice qui restent toutes les 2 semaines pour nous raconter ses folles découvertes et ses aventures. Si vous êtes encore là, je rappelle donc que ce podcast est sponsorisé par nous-mêmes, superphysique-nutrition.fr, notre marque de compléments alimentaires destinée à améliorer votre santé et vos performances de manière indirecte sur le moyen et long terme. C'est personnellement les compléments que je consomme, que j'ai fait, que j'ai co-créé pour moi-même à la base. Et comme je disais, je crois qu'on en avait parlé sur le Super Physique Podcast, on est en train d'améliorer encore une fois les compositions, même si on en parle pas souvent. On fait sans arrêt des améliorations, puisqu'on suit un petit peu ce qui se passe, les nouveautés, bref, on essaie vraiment de faire au mieux avec, des contraintes qu'on pourrait avoir, des compromis qu'on est obligé de faire. Encore une fois, on n'a pas vocation à devenir une multinationale, une entreprise internationale, donc forcément nos moyens sont pas énormes, mais vous pouvez être sûr que je vais pas m'empoisonner, donc ça, c'est le premier point. Et l'application SP Training qui vous fait un programme personnalisé, en fonction de votre matériel, en fonction de vos disponibilités, de vos objectifs. Bref, je vous invite à aller l'essayer et en plus, elle vous dira quoi faire à chaque séance en termes de charge, série, répétition et cetera. Vous connaissez l'histoire sur l'App Store et le Play Store. Bref, je vous laisse aller voir ça si ça vous intéresse et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans la bonne humeur. En attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser les forums Superphysique, www.superphysique.org. Comme vous voyez, je prendrai le temps d'y répondre quand je pense pouvoir apporter une vraie réponse. Et sinon, directement dans la partie commentaires sur YouTube, où je lis tout et où je vous répondrai avec plaisir si c'est dans mes compétences. Sinon, je vous renverrai vers des personnes plus compétentes avec plaisir pour encore une fois faire mieux ensemble que seul. Allez, je vous souhaite à tous un bon entraînement et à bientôt. Salut.